Nous examinons aujourd'hui un PLFG qui ajuste ce qui doit l'être, mais ne permet pas d'esquisser un cap pour l'avenir. Ce projet de loi ressemble un peu à un appartement avant l'état des lieux. On balaye, on cache les marques sur le mur avec un coup de peinture, et on espère que personne n'y regardera de trop près. Nous le savons bien, l'illusion ne tient jamais bien longtemps. Notre pays est ainsi étudié à la loupe par les marchés financiers, les investisseurs internationaux et les agences de notation. Ils ne se contentent pas de l'impression générale. Ils regardent les comptes, la croissance, le solde primaire, la charge de la dette. Et lorsque les apparences l'emportent sur la solidité, ils le voient, et ils l'ont déjà vu. La France n'est pas au bord de la rupture, mais elle est scrutée de près. La note souveraine a été abaissée par Fitch en septembre 2025, puis par Standard & Poor's en octobre. Signe qu'une partie des créanciers ne veut plus seulement croire aux retouches de peinture, mais exige des preuves que le bâti tiendra. Dans un budget, annuler des crédits en fin d'année permet de présenter un déficit amélioré, mais cela ne règle ni l'équation de dépenses, ni la soutenabilité de la dette, ni le risque de voir demain les marchés se montrer plus exigeants. Or, si une chose mérite d'être observée de près, c'est bien l'année qui vient. 2026 ne se présente pas comme une transition douce. Elle arrive avec un déficit au-dessus de 5,4% du PIB, une dette publique qui dépasse 115%, soit environ 3 400 milliards d'euros, et une charge d'intérêt susceptible d'atteindre 70 milliards d'euros. C'est une somme gigantesque, d'autant plus vertigineuse qu'elle ne finance pas des investissements d'avenir. Elle finance les choix hasardeux du passé des précédents gouvernements. On dit parfois qu'une dette est un acte de confiance en l'avenir. Je crois qu'en l'occurrence, elle est surtout devenue le prix du passé que nous ne savons plus absorber. Il serait trop commode d'attribuer cette situation aux crises seules, la pandémie, la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques. Elles ont compté, bien sûr, je ne le nie pas. Mais l'exécutif a tendance à oublier ce qui pèse lourd aujourd'hui. Ce sont les choix fiscaux opérés depuis 2017. L'État s'est volontairement privé de près de 62 millions d'euros de recettes chaque année en régime stabilisé. On a allégé l'impôt sur les sociétés, supprimé la taxe d'habitation, réduit l'imposition sur le capital, sur la production, sans grand effet sur l'économie. L'addition est simple. Si nous ne l'avions pas creusé nous-mêmes, le déficit serait aujourd'hui proche de 3%. Autrement dit, nous ne serions pas en train de chercher des économies à l'aveugle, mais en train de discuter de politique publique. Ce n'est pas la dépense qui a dérivé, ce sont les recettes que l'on a amenuisées. Et l'on découvre désormais qu'un État qui se prive volontairement de ressources doit tôt ou tard rogner sur ses propres missions. Ce n'est pas un mystère économique, c'est un mécanisme de cause à effet. Dans ce PLFG, le Sénat, grâce à un travail collectif et transpartisan auquel le groupe socialiste a pleinement contribué, a obtenu plusieurs ajustements utiles. Certes, le résultat ne bouleverse pas la trajectoire budgétaire, mais évite quelques reculs qui auraient pesé durablement sur nos territoires et sur notre tissu économique. Ainsi, les crédits destinés au pôle de compétitivité ont été majorés de 9 millions d'euros, les crédits du CNES réabondés, 52 millions d'euros supplémentaires ont été attribués au financement de la mission d'aménagement du territoire assurée par la Poste, auquel nous sommes tous très attachés, les plafonds de taxes affectés aux chambres de commerce et d'industrie maintenus au niveau prévu par la LFI. Les discussions en CMP ont permis de conforter les crédits destinés à l'hébergement d'urgence, à l'aide au développement, aux services civiques, mais aussi et surtout aux collectivités pour financer la prime Ségur et les instituts de formation des soins infirmiers des régions. Bien évidemment, ces différentes mesures ne sont pas de nature à transformer l'équilibre général du texte, mais les ajustements obtenus améliorent sensiblement la copie. Ce travail, mesuré et collectif, s'il ne suffit pas au groupe socialiste pour voter favorablement ce texte, permet néanmoins de recueillir son abstention.